Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadia et je serai avec vous tout au long des émissions proposées par l'association CAVAX France, le centre d'accueil des victimes d'agressions à caractère sexuel. Après les 3 précédents podcasts sur la culture du viol, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder un sujet brûlant mais ignoré d'un large public, la maternophobie. La maternophobie, c'est l'histoire de milliers de mamans célibataires en France et en Europe. Des mères protectrices, attentionnées et aimantes, mais disqualifiées et punies de la garde de leurs enfants parce qu'elles ont osé dénoncer des violences conjugales, des faits de corruption de mineurs ou des faits d'inceste, ou parce qu'elles étaient en quête d'un diagnostic et d'une prise en charge adaptée pour leur enfant souffrant d'un trouble du neurodéveloppement, comme un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du déficit de l'attention, des troubles dysorthographiques, dyscalculiques, ou encore un trouble oppositionnel avec provocation, ou un trouble d'anxiété généralisée. Avant de continuer, nous vous rappelons que si vous êtes vous-même victime ou que vous connaissez des personnes victimes de ces violences institutionnelles, assurez-vous le soutien d'une association locale spécialisée dans la protection de l'enfance. Prenez conseil auprès d'une association de professionnels, tels que le réseau de professionnels pour la protection de l'enfance et l'adolescence, ou le réseau international des mères en lutte. Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site. Mais surtout, ne restez pas seuls. Bonjour à vous. Je m'appelle Hillel Kieser-Elbaz, directeur du CAVAX France. Avec l'équipe du CAVAX France, nous accompagnons des mamans qui ont osé dénoncer des faits de violence sexuelle sur leur enfant. Notre expertise se fonde sur une longue expérience qui date de la fin des années 70. J'ai été formé à l'Institut de formation des psychologues cliniciens, Université de Paris 7, et mon savoir-faire s'est constitué au croisement de plusieurs apports théoriques. J'ai beaucoup appris aussi en allant au Canada, étudier les méthodes et protocoles d'accueil des victimes de violences sexuelles. Ce dont je vais vous entretenir pourra éveiller le scepticisme de certains, l'indignation d'autres. Je vais vous rapporter des faits glaçants qui vous feront peut-être douter de votre confiance en la justice. Au premier regard, les faits sont bouleversants. Devant eux, la conscience ne peut être que sidérée. Et on ne parvient pas à comprendre. Mais à l'analyse de plusieurs affaires semblables, les choses apparaissent plus complexes. Le système maternophobique repose sur l'interaction de différents acteurs dont il faut comprendre l'engagement et la responsabilité. Il repose aussi sur une puissante idéologie qui est à la source de ces violences institutionnelles. Dans ces affaires douloureuses, où on découvre que des enfants sont sexuellement maltraités, livrés sans défense au rouage broyeur d'une mécanique folle, plusieurs facteurs, en effet, contribuent à ce qui deviendra un déni de justice et une offense grave faite à l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme vous l'annonçait Nadia dans sa présentation, des milliers de mamans sont aux prises avec la violence institutionnelle parce qu'elles ont dénoncé des faits d'inceste ou de violences sexuelles à l'encontre de leurs enfants. Mises au banc des accusés, affublés parfois de graves pathologies comme le syndrome de Munchausen par procuration, diagnostiqués schizophrènes ou bien bipolaires, cela dépend d'un facteur dont on ne sait d'où il vient. Tout sera fait en fait pour les disqualifier en tant que mère aimante, en tant que protectrice, les contraindre à un combat sans fin, les épuiser, les réduire au silence ou à la fuite, parfois au suicide. Ces mamans souffrent d'être privées de l'exercice de leurs droits parentaux. Elles sont aussi privées de la garde de leur enfant, lequel sera placé en institution, en famille d'accueil, voire carrément confié au père. Droit de visite réduit au minimum, elles n'auront plus aucune possibilité d'intervenir dans la vie de leur enfant. Et le lien vital de l'enfant à la mère sera définitivement rompu, au mieux profondément altéré, et ceci au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant dont certains jugent se gaussent.
En analysant soigneusement tous ces récits, on découvre un schéma directeur assez répétitif. Je tenterai de vous en dévoiler les rouages. Je ne vous donnerai que quelques exemples de ces violences et je m'en tiendrai aux faits, sans volonté de dénoncer. Les faits vérifiables suffisent à eux-mêmes. Pour illustrer ces mécanismes d'un système broyeur, je vous propose d'écouter le témoignage poignant d'Iliona. Elle est aux prises depuis plus de 5 ans avec une justice défaillante, accusatrice, voire totalement complice d'un père prédateur. Bonjour à tous, je suis la maman d'une petite fille de 7 ans, Anna. En mai 2018, j'ai été contrainte de fuir avec ma fille parce qu'une décision de justice ordonnait qu'elle soit confiée à son père, dont elle avait dénoncé les viols. Depuis bientôt 3 ans, nous vivons cachés, privés de nos droits, de notre maison, de nos amis, et de toute possibilité de faire valoir nos identités pour nous loger, nous soigner, scolariser Anna, travailler, etc. Anna avait 2 ans et demi lorsqu'elle a révélé avoir subi des violences sexuelles commises par son père et son cousin. Je n'ai jamais douté de sa parole, parce que son témoignage est criant des vérités, parce qu'elle a miné devant moi jusqu'à l'aspect saccadé des violences qui lui ont été infligées, parce que son père avait déjà commis de graves violences sur moi-même et sur notre bébé, parce qu'après ces graves violences, il avait reconnu par écrit être pervers et susceptible de reproduire sa perversion sur notre fille. Parce que le 4 novembre 2017, j'ai vécu le choc de voir les parties génitales de mon enfant au retour de chez son père, tuméfiées, dilatées, rouges, avec un bleu dans l'entrejambe et des traces de griffures. Et parce que tous les professionnels ayant entendu ou examiné Anna, de l'hôpital, du CMP, de l'unité médico-judiciaire, à l'école et en consultation privée de psychologues spécialisés, m'ont confirmé leur conviction qu'Anna a subi ce qu'elle rapporte. Ces professionnels ayant tous alerté la justice sur le danger pour Anna auprès de son père, soit par signalement au procureur, soit par attestation. Les seuls à ne pas croire Anna, ce sont les magistrats. Et bien que n'ayant aucune bonne raison de douter de sa parole, ils partent du principe et affirment que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Ainsi, l'enquête pénale a été classée sans suite, sans qu'aucune investigation n'ait été menée. Et depuis 3 ans, la plainte avec constitution de partie civile est inerte, le juge d'instruction refusant de mener la moindre investigation. En revanche, à la demande du père, le juge des enfants a ordonné des investigations en direction de la mère. Une assistante sociale et une psychologue ont conclu que madame remet en cause toutes les interventions sociales, policières et expertales qui ne vont pas dans son sens. Que son état de conviction face aux déclarations peu crédibles de l'enfant est extrêmement préoccupant. Que si à ce jour l'attachement et le soin maternel sont des éléments positifs pour Anna, le discours maternel affirmant la dangerosité du père risque de constituer à moyen terme un préjudice psychologique dans le développement psycho-affectif de la fillette. Analyse truquée qui se fonde sur un mensonge, puisque la psychologue mandatée par la justice pour entendre Anna a rajouté la mention « Maman m'a dit que » aux véritables propos tenus par Anna et l'a harcelée pendant tout l'entretien pour qu'elle incrimine sa maman. Le 17 mai 2018, 3 magistrats de la cour d'appel JAF d'Aix-en-Provence ont copié-collé cette analyse d'une assistante sociale et d'une psychologue pour confier Anna à son père. Et depuis 3 ans, les décisions se succèdent où il est affirmé en dépit du bon sens que le danger émanerait de la conviction maternelle et non des violences du père. Pour ériger en vérité judiciaire cette version des faits, il a fallu aux magistrats non seulement se fonder sur une pièce truquée, mais aussi dissimuler, invisibiliser et ne jamais mentionner dans leurs décisions les dizaines d'indices graves et concordants indiquant la réalité de l'inceste dénoncé par Anna. En tout, 150 pages d'éléments probants, parmi lesquels le constat médical des traces de viol sur son corps, les signalements judiciaires de 6 spécialistes expliquant les manifestations psychotraumatiques accompagnant ces dires, les symptômes et somatisations établis de l'enfant depuis les premiers séjours chez son père. À moins de considérer que 150 pages d'éléments probants aient pu glisser toutes seules sous le tapis de 11 magistrats saisis depuis les révélations d'Anna, il semble que ces 11 magistrats,
ont délibérément et activement empêché la manifestation de la vérité concernant l'inceste dénoncé par Anna. Comment comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire? Le schéma directeur que je décortique ici n'est pas exceptionnel. On en retrouve à l'identique tous les rouages dans ces affaires dramatiques, déjà dénoncées par quelques rares professionnels, par tout aussi peu de journalistes et par des groupes de mamans qui auront subi les mêmes violences institutionnelles. Dans le cas d'un signalement de violence familiale, physique ou sexuelle, plusieurs instances judiciaires sont mobilisées. Les affaires en cause peuvent être traitées au civil ou au pénal. Le pénal est mobilisé dans le cas de crimes ou de délits commis. Le civil, lui, statue sur des différends entre citoyens, ici des affaires familiales alourdies et polluées par des suspicions de violence. Au civil, quand il s'agit de statuer sur le sort réservé aux enfants, ce sont le juge des enfants, JDE, et le juge aux affaires familiales, JAF, qui devront statuer. Le JAF décide des modalités de garde d'enfants, de la pension alimentaire et de tout ce que l'on doit négocier en cas de séparation difficile. Le JDE, lui, est mobilisé quand l'enfant est en danger et qu'un des parents a manifesté son inquiétude sur l'attitude de l'autre. JAF et JDE peuvent chacun diligenter des enquêtes sociales et des expertises psychologiques et ou psychiatriques. Le temps du pénal est plus long que celui du civil. Enquête préliminaire, instruction, audition des protagonistes, des témoins, enquête de terrain, etc. Le temps du civil, par contre, est beaucoup plus court, et cela va profiter aux parents mis en cause. C'est là qu'interviennent en effet les artifices juridiques qui permettent à des pères soupçonnés de maltraitance sexuelle de changer le cours des choses et de l'infléchir à leur avantage. Voici le scénario type qui est mis en œuvre. Une maman dépose une plainte auprès du procureur de la République. Comme il y en a, elle a constaté différents signes qui laissent penser que son enfant a subi des sévices sexuels. Le procureur peut classer la plainte, sans suite, ou décider de poursuivre. Dans ce cas, la machine pénale se met en route. Mais dès que la plainte est déposée, la contre-attaque se met en mouvement. Les pères impliqués et leurs défenseurs connaissent parfaitement les risques si les faits dénoncés sont avérés. Les peines encourues sont en effet très lourdes, sans oublier d'avoir à traîner l'étiquette père incestueux. Les associations de pères ont mis au point des stratégies très élaborées depuis la fin des années 70. Par contre, les associations de mères sont bien moins aguerries et ont, depuis bien moins longtemps, commencé à se doter d'un arsenal de défense et de protection. La stratégie des pères est très simple. Il s'agit par tous les moyens de discréditer la mère et de prétendre que les symptômes que présente l'enfant résultent en fait de problèmes de santé tout à fait normaux et banals à cet âge. Il peut leur arriver aussi de prétendre que ces pathologies sont créées de toutes pièces par la mère, et il se trouvera toujours des experts pour aller dans ce sens. La mécanique perverse est désormais en route. Tout est bon pour jeter le trouble. Le père se servira de tout ce que son ex-compagne lui aura raconté durant leur vie commune. Une dépression, sa relation parfois difficile avec son père, un accident, des maladies chroniques, un trait de caractère marquant comme une forte sensibilité émotionnelle. Au besoin, on force le trait. Ainsi, une fatigue professionnelle qui aura donné lieu à des arrêts de travail va devenir une grave dépression. Des malaises durant la grossesse se transforment en un refus de la maternité. Une forte sensibilité devient une prédisposition pathologique à transformer la réalité à son avantage, voire manipuler son environnement, ou garder le contrôle sur les choses. On trouvera toujours dans la vie d'un individu des informations susceptibles de salir sa réputation et son intégrité. Cela pose le premier jalon de la contre-offensive pervers. Mais elle ne peut réussir que si les instances civiles valident les protestations d'innocence du père. Une étape de ce deuxième stade de l'offensive. Obtenir le placement de l'enfant, soit en famille d'accueil, soit carrément chez le père. Le but, bien entendu, extraire l'enfant de ce nid d'influence malfaisante qu'est le domicile de la mère. Voici quelques consignes données aux pères par ces associations de défense de leurs intérêts.
se montrer diligent, démontrer son affection pour l'enfant, montrer sa contribution et sa bonne volonté à la démonstration de la vérité. Toujours démontrer sa bonne foi. Obtenir aussi des différents experts des rapports favorables et défavorables à la mère. Ce ne sera pas difficile car il se trouvera toujours des experts pétris de l'idéologie pro-père, des professionnels convaincus que la mère mobilise toutes ses forces pour discréditer un père qui aura su séduire son monde. Nous verrons de plus loin de quoi il retourne. Et c'est ainsi que l'on a constaté une sorte d'épidémie de syndrome de Munchausen par procuration dans ces affaires difficiles et lourdes. Auparavant, les experts utilisaient le syndrome d'aliénation parentale, créé de toutes pièces par Richard Gardner et largement diffusé par son propagandiste zélé Paul Bensoussan, lequel d'ailleurs est très présent sur les plateaux de télévision. Ainsi, cette maman protectrice et bienveillante, soucieuse de l'intérêt de son enfant, se voit désormais mise au banc des accusés. Le père, lui, de son côté, aura su séduire tout l'environnement social et les juges eux-mêmes. Il ne reste plus qu'à laisser se dérouler la machine broyeuse. La souffrance de la mère, ses protestations, renforceront la conviction des sociaux dans l'idée que l'intérêt de l'enfant est vraiment du côté du père. Pendant ce temps, l'enquête pénale se poursuivant, on aura gagné du temps, affaibli la mère, sali sa réputation et celle de son entourage proche. Toutes choses qui pourraient peser lourd dans l'enquête pénale. Dans l'extrait suivant, vous pourrez constater comment une psychologue mandatée par un JDE peut déformer les dires d'une enfant et faire que la mère soit définitivement discréditée. Comment comprendre cela si l'on n'envisage pas qu'il y ait à la base de ces altérations une idéologie plus puissante que celle qui présiderait à la protection de l'enfant? Parallèlement à ça, la psychologue missionnée par le juge n'a consacré à cet entretien que 18 minutes. Et il se trouve que cet entretien de 18 minutes a été enregistré, qui montre que au lieu de prendre acte de ce que disait ma fille et de demander des précisions, cette psychologue s'est acharnée sur elle en lui demandant à 23 reprises de reconnaître que ce serait sa maman qui l'a obligée, incitée, qui lui a demandé de raconter ça. Donc les juges ont été informés de cette manière qui a été celle de leur psychologue d'interroger Alma et ont malgré tout pris appui sur cette pièce pour prendre leur décision. Dans l'enchevêtrement des juridictions, lors des procédures au civil, JAF, juge aux affaires familiales, ou JDE, juge des enfants, les experts jouent un rôle primordial et déterminant. C'est sur leur conclusion que reposera la décision du juge et la suite de toutes les tracasseries que la mère devra traverser. Au civil comme au pénal, ces expertises sont destinées à juger du bien fondé des signalements de la mère. Il s'agira aussi, quand il faut entendre l'enfant, de vérifier la validité de ses dires, le plus souvent ceux que la mère aura rapportés. Ces derniers auront déclenché toutes les procédures, au civil et au pénal. Le témoignage d'Iliona nous met face à la violence de l'experte. Cette dernière induit toutes les réponses de la fillette. On se doute qu'elle poursuit en fait un objectif tout à fait étranger au respect de la petite fille. C'est ta maman qui t'a dit de dire ça. Elle le répète 23 fois. Et en 18 minutes, l'affaire est faite. Le destin d'une petite fille vient d'être scellé. Comment peut-on, à ce point, ignorer la responsabilité que l'on prend dans une décision qui orientera de manière décisive le destin d'un enfant? 18 minutes pour juger. La psychologue, au mépris de l'éthique de sa profession, écrira dans son rapport que cette mère s'est servie de sa fille contre un père aimant et attentionné. Partie d'un tel préjugé, cette psychologue ne manquera pas de tomber sous le charme du père. Et on sait que ces prédateurs savent cultiver une image inoxydable, hors d'atteinte. Qui aurait pu penser qu'un si gentil monsieur? C'est ce que l'on entend si souvent quand ces personnages sont enfin mis à nu, mais si peu souvent. D'un point de vue psychologique, une telle expertise est une infamie.
Et cette psychologue mérite d'être déchue de son titre, de son droit d'exercice. Pourtant, elle se sait à l'abri grâce à cette toute-puissance des services sociaux qu'il emploie. Au civil, les procédures sont très rapides, et comme on le constate, bien moins encadrées par des règles que ne le sont les enquêtes de police. Il est facile alors d'organiser un véritable brouillard de mensonges, de duperies, de falsifications pour justifier des décisions prises au final. Combien d'expertises bâclées a-t-on lu qui faisaient basculer dans l'infâme le destin d'un enfant? Et, si l'on y regarde bien, il s'agit en fait d'une justice expéditive fondée sur l'arbitraire. Je voudrais maintenant vous livrer quelques dires, remarques et décisions glanées ça et là dans des dossiers rapportés par des témoins ou cueillis en coulisses. Ainsi, une assistante sociale co-responsable d'une mesure en service d'action éducative en milieu ouvert, sigle AMO, les mamans confrontées à ce type de mesures connaissent bien. Vous pourrez toujours produire autant de contre-expertises que vous voudrez. De toute manière, la juge suivra nos conclusions. Bonjour, la possibilité en justice de produire un contradictoire, c'est-à-dire la possibilité de contredire, d'apporter une contradiction à des conclusions d'un tiers en face. Une remarque notée dans un rapport sur une mère qui proteste du sort qui lui est réservé lors d'une visite médiatisée. La maman conteste régulièrement toutes les décisions qui ne vont pas dans le sens qu'elle voudrait. Cela me rappelle une citation de Freud. Le fait qu'il faille reconnaître à la femme le peu de sens de la justice est sans doute lié à la prédominance de l'envie dans sa vie psychique. Nous disons aussi des femmes que leurs intérêts sociaux sont plus faibles et leur capacité de sublimation pulsionnelle moindre que celle des hommes. Fin de citation. Ah, la femme qui ne maîtrise pas ses pulsions, guidée par ses seules émotions. On a déjà vu ça quelque part dans l'histoire. Une autre anecdote qui révèle le sentiment de toute puissance de ces services supposés chargés de la protection de l'enfance. Les conversations dont je vous rapporte quelques extraits ont lieu au téléphone avec une maman. Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre visite de jeudi car l'éducatrice est nouvelle et elle a besoin de se familiariser avec le dossier. Cette maman est séparée de son enfant, confiée au père depuis 6 mois, et elle n'a droit de la voir qu'une fois par mois durant 90 minutes. En somme, pour ce service, chargé de la protection de l'enfance, le lien d'attachement de l'enfant à sa mère passe après les nécessités de ce service. Le même service, dans un rapport final lu à la mère, préconise les mêmes mesures, à savoir une visite de 90 minutes en leurs locaux une fois par mois. De toute manière, est-il dit, leur service n'est pas prévu pour faire autrement. Vous l'avez compris, même si cela s'avérait nécessaire dans l'intérêt de l'enfant d'élargir le droit de visite de la mère, le rapport préconise le maintien dans ce service. Mais sachez que, très finement, que pour chaque placement, ces services reçoivent une allocation non négligeable du conseil départemental dont dépend la protection de l'enfance. Donc, si ce service ne peut pas aller au-delà de 90 minutes de visite par mois, il faudrait le confier à une autre association, d'où une perte financière. Vous aurez compris. Actuellement, dans la plupart des départements français, ces structures auxquelles les départements délèguent leur mission de protection de l'enfance ne sont pas contrôlées sur leur éthique, leur recrutement et leur gestion. Une remarque d'une psychologue chargée d'une expertise dans une affaire d'inceste. La victime a 25 ans au moment de l'expertise. Elle rapporte des faits tels qu'elle s'en souvient. Cela a commencé quand j'avais 5 ans, et ça a duré jusqu'à la naissance de ma petite sœur, j'avais alors 8 ans. La psychologue demande « Vous étiez consentante ?» Bien sûr. Un autre témoignage du même acabit, même genre d'affaire.
La victime, lors de l'expertise par une psychiatre réputée, rapporte des faits de viol subis de son frère quand elle avait 12 ans. La psychologue demande « Vous avez joué au moins ?» Ne sommes-nous pas dans l'insensé? Cela vous paraîtra sûrement choquant, aberrant, insensé, je suis bien d'accord. Mais n'oubliez pas les dires d'une célèbre personnalité, François Dolto, à propos de l'inceste. Mais il n'y a pas d'inceste. La petite victime est très contente de remplacer sa mère défaillante auprès de son père. Je cite bien évidemment de tête, mais ces propos ont été largement diffusés car ils ont été imprimés. J'ai moi-même assisté à des conférences de Françoise Dolto où elle tenait des propos similaires. Tout un courant de pensée d'orientation psychanalytique prône cette même idéologie mettant en cause les mères. Défaillantes, ogresses, fusionnettes, aliénantes et revendicatrices. Voyez, pour vous en convaincre, les films de Sophie Robert, notamment Maternophobie et Le phallus et le néant. On y comprend les liens qui se tissent entre une idéologie encensée en France, celle de la psychanalyse, et les dysfonctionnements judiciaires que nous dénonçons actuellement. Sur le site web du Cavax France, vous pourrez lire d'autres perles de ce genre. Dans ces films, Sophie Robert interroge plusieurs psychanalystes réputés, experts, professeurs, formateurs dans des écoles d'éducateurs, et ces derniers transmettent ainsi leur fantasmagorie sur la représentation imaginaire de la femme dans l'inconscient, sur les ressorts de la psychologie du féminin, mais toujours fondée sur la revendication, la frustration, voire la colère vengeresse. Notons en passant que Sophie Robert a dû faire face à plusieurs procès intentés par ses personnalités, et elle n'en a perdu aucun. Pour Freud, les choses étaient très claires. Le fait d'avoir un pénis faisait que l'homme était représentant de la morale, de l'ordre social, la morale. Enfin, il y avait une équation. Ce que j'ai cherché à comprendre, c'est quelle est la relation entre le fait d'avoir un pénis et le fait de représenter la raison, la conscience, la raison, l'ordre. Le fait d'avoir un pénis vous met du côté de la masculinité, donc vous fait entrer dans l'ordre des pères, et à partir de ce moment-là, dans une culture comme la nôtre, les pères sont les garants de la loi. Ces notions-là, pour vous, elles sont anthropologiques ou elles sont culturelles? Elles sont psychanalytiques. Avez-vous bien compris la portée du propos? Il est dit, en quelque sorte, l'homme et le masculin sont du côté de la loi et de l'ordre, deux piliers fondamentaux de la structure des sociétés humaines. Avez-vous aussi compris la relation qui existe entre ce jargon et ces décisions de justice qui désenfantent des mères grâce à des expertises qui les situent dans l'envie, la frustration, la fourberie, tout en favorisant des requêtes de pères, lesquels d'ailleurs, quand ce sont des prédateurs, se trouvent ainsi à l'abri. Avez-vous compris combien ces juges dont nous parlons, ces experts, ces éducateurs et d'autres acteurs sociaux, sont imprégnés de cette idéologie masculiniste, suprémaciste, phallique? Je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un autre extrait. Ne vous inquiétez pas, je ne vous infligerai pas ce jargon plus longtemps. Freud parle d'envie du pénis quand il constate ce mouvement de désir pour la petite fille vis-à-vis de cet organe qu'elle n'a pas. Cette envie du pénis ensuite devient une envie du pénis beaucoup plus élaborée dans la mesure où dans la sexualité féminine, cela représente le désir qu'une femme peut avoir du pénis de l'homme, d'être pénétrée par ce pénis ou de le voir justement érigé pour elle. Il y a une équivalence entre le désir d'être un homme et le désir de recevoir le sexe d'un homme, d'avoir un rapport sexuel en tant que femme avec un homme. C'est pas une équivalence. Ce sont deux notions a priori totalement opposées. C'est ça, ce sont deux temps différents de son évolution sexuelle. Avoir un pénis pour soi à avoir un pénis en soi. Exactement. Et ça, c'est un mouvement, un saut qualitatif considérable. Et est-ce qu'avoir un pénis pour soi et avoir un pénis en soi sont deux choses équivalentes? Ça inscrit en tout cas les choses dans le registre de l'avoir ou pas. Qu'on veuille l'avoir pour être comme ou en soi, on est dans le même registre. Il y a des tas de femmes aujourd'hui qui pourraient vous dire « mais moi je suis très bien dans ma peau de femme ».
je suis bien dans ma peau jusqu'à un certain point. Et que, en effet, l'envers du « je suis bien dans ma peau » et j'ai telle revendication, et nous n'avons pas encore rattrapé l'égalité, et nous n'en sommes pas encore à l'égalité des droits, des statuts, des rémunérations, et même au-delà, on n'en est pas encore à savoir ce qu'est la position féminine. Quand elles sont fières, c'est qu'elles sont... C'est un retournement de dire « je suis fière de mon vagin », c'est une sorte de manière de retourner la valorisation. Une femme qui exprime son désir, qui est positive, qui va vers les hommes, elle a un comportement masculin ? Écoutez, oui, ça c'est un comportement, la drague c'est un comportement de mec, c'est un comportement de conquérant. Bon, les femmes qui se conduisent comme ça, ce sont des femmes viriles, ce sont des femmes qui sont un peu, bon, qui restent encore dans dans l'envie du pénis. À l'origine, les deux sexes développèrent un organe sexuel mâle, et peut-être les choses en vinrent-elles à un gigantesque combat dont l'issue devait décider du sexe auquel incomberaient les souffrances, les devoirs de la maternité et la soumission passive à la génitalité. Ce fut alors le sexe féminin qui, dans ce combat, fut vaincu. Les femmes conservent dans leur inconscient le souvenir de cet échec cuisant, dont les combats de nos émancipés en sont aujourd'hui la manifestation. Quelques pièces d'un puzzle insensé se mettent en place. Dans ces représentations imaginaires qui ne doivent rien à la science, l'ordre du monde, vous l'avez compris, est l'attribut du masculin. La femme, elle, condamnée à la passivité, doit se soumettre à cet ordre. Ces protestations ne font alors que confirmer son envie d'inverser l'ordre du monde. Notons, en passant, qu'il y a une équivalence sémantique entre inversion et perversion. Ainsi, la femme qui proteste perturbe cet ordre immuable. Qu'elle profite de la faiblesse de son enfant ou de son sacro-saint statut de génitrice pour faire valoir sa revendication, ce n'est qu'une démonstration supplémentaire de ces vaines tentatives d'invertir la réalité. La justice se doit donc de la remettre dans l'ordre des choses. Et il ne manque pas de juges pour assurer cette mission. Qu'elle souffre, qu'elle implore, qu'elle pleure, ce n'est alors que la manifestation du bon retour de l'ordre. Dans cet autre film de Sophie Robert, des mamans, des professionnels, dont le professeur Christophe Lançon, professeur de psychiatrie, chef de clinique à l'hôpital de la Conception à Marseille, et moi-même, nous nous interrogeons sur les mécanismes de désenfantement des mères qui demandent une aide pour aider leur enfant. Il s'agit ici d'un débat sur la prise en charge des enfants autistes. Mais on constate que les problèmes rencontrés par ces parents protecteurs, dans leur confrontation aux experts, relèvent de la même obsession que dans nos affaires de violence sexuelle. La mère au centre, fusionnelle, dévoreuse et responsable de la maltraitance et du malaise de son enfant. Je vous recommande vraiment le visionnage de ce film. Il y a un logiciel, c'est tous les troubles sont issus d'un problème relationnel et tous les problèmes relationnels convergent vers un problème Donc tout est interne. analysé. Au baccalauréat, vous apprenez que la psychologie des relations, c'est le DIP, vous enseignez ça à l'école. On me l'a enseigné. Honnêtement, ça pose une question. Mais ça vous inspire quoi en tant que psychiatre, en tant que professeur de psychiatrie aujourd'hui, qu'on puisse se référer à ces logiciels-là, de ces logiciels, de ces dogmes? C'est une question de formation. C'est un langage, mais qui a remplacé d'autres langages sur la position de la mère, de la mauvaise mère, et voilà. Et on utilise ce langage pour dire, lorsque vous, par exemple, ce que vous voulez, c'est qu'on vous aide. Bon. Et votre enfant, vous avez l'expérience, puisque vous avez 4 enfants, donc vous avez plus d'expérience que la psychologue qu'on n'a jamais eue, quoi. Bon, alors vous arrivez, vous lui dites, ce que vous lui dites, c'est que vous n'êtes pas experte, puisque moi je me rends bien compte que j'ai une expertise, donc vous la choquez, la pauvre, elle n'a aucune expérience. Bon, et alors, un moyen habituel quand on est dans son statut, là, on a sa fonction, on est expert, hein. Si vous arrivez et que vous dites que vous avez de l'expérience, et bien à ce moment-là, vous savez, c'est le principe de Peter, c'est-à-dire qu'on vous met dans une position d'incompétence maximale, et si quelqu'un vient vous dire que vous êtes incompétent, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez un mécanisme de rejet. Alors la première façon de rejeter les gens, c'est de se comporter de façon très calme pendant l'entretien, et puis écrire des saloperies par derrière. C'est comme dans la vie de tous les jours. Bon. Et si vous, en même temps, vous êtes dans une société, parce que on est dans une société dans laquelle on pense que systématiquement
il y a quelque chose qui est mauvais, la statue de la mère, le statut de la femme, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on utilisera pour persécuter les gens des raisonnements de ce type-là. Ne vous a jamais rien dit, forcément, vous allez être un peu en colère, peut-être un peu agressive aussi, parce que ça fait 2 ans qu'on vous balade et que vous cherchez des solutions. Et là, on va dire, mais non, mais vous n'êtes pas la professionnelle de votre enfant, vous n'êtes pas professionnelle, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous donnez un diagnostic vous-même, finalement, vous allez glisser vers un syndrome de Munchausen par procuration, on y reviendra. Dans cet autre extrait du même film, Sophie Janoine, une spécialiste de la défense des mamans désenfantées, avocate, montre comment une maman protectrice finit par être diagnostiquée syndrome de Munchausen par procuration. Je tenais à souligner ce fait, car ce machin a remplacé dans les écrits des sachants, ces experts commis par les tribunaux, le syndrome d'aliénation parentale, lequel est désormais interdit. Mais il a été vite remplacé par ce syndrome. Le fond demeure tout à fait le même, le but aussi, toujours comme une obsession, disqualifier la mère. Soulignons tout de même que le syndrome de Munchausen par procuration, quoique rare, est très dangereux et il peut conduire à des conduites létales. Une mère porteuse de cette marque d'infamie a toutes les chances alors d'être considérée comme une criminelle par les acteurs sociaux, qui, incompétents ou agents dociles, devront exécuter les mesures préconisées par les juges. Je m'en tiens aux faits, et face à eux, on reste fasciné par cette obsession qui imprègne certains acteurs de la protection de l'enfance, lesquels souscrivent sans discontinuité, sans se poser de questions, à des idéologies de notre âge et sans avoir conscience non plus que la parole se libère, que des mamans commencent à s'organiser. Freud avait déjà en son temps exprimé son avis sur cette libération de la parole, sur la quête d'émancipation des femmes. Et déjà dans un texte de 1918, intitulé « Le tabou de la virginité », face à l'émergence des premiers mouvements d'émancipation de la femme, il s'exprime ainsi. « Derrière l'envie du pénis se révèle l'amertume hostile de la femme envers l'homme, amertume dont les productions littéraires des émancipés présentent les signes les plus évidents. » Fin de citation. À la lecture de tels écrits, on comprend les conclusions de rapports d'expertise qui, pour la plupart, réduisent la démarche initiale de la mère, à savoir dévoiler des violences sexuelles commises sur son enfant, à une profonde amertume. Ainsi, toute démarche pour tenter de prouver le contraire ne fera que renforcer ce parti pris de départ. Ce qui renforcera d'autant plus le désespoir de la mère et de son entourage. Mais n'oublions jamais que derrière ces manipulations du souci légitime d'équité, il y a un enfant dont on aura bouleversé la vie. Ces victimes, on les retrouvera bien plus tard à l'âge adulte, leur vie fracassée. Et nul n'a fait le compte jusque-là du lourd tribut qui pèse sur la société. Il ne sera pas possible ici de conclure. Néanmoins, on constate que dans ces nombreux dossiers, prétendument réduits à un conflit parental, la justice, au bout du compte, protège des pères incestueux. Elle n'enquête pas en direction des preuves souvent flagrantes qui sont portées à sa connaissance. Pire, elle fabrique parfois des fausses preuves sous la plume d'experts propagandistes vertueux de la théorie des fausses allégations, dans des écrits totalement fantaisistes. Ou bien, les magistrats statuent en laissant innocemment de côté des éléments de preuve qui pourraient infléchir leur décision. Au résultat, moins d'1% des pères incestueux sont condamnés en France. Et les petites victimes sont placées en institution, en famille d'accueil ou pire, confiées aux parents agresseurs par décision judiciaire. Et les mères, dont le seul tort est d'avoir protégé leur enfant, se retrouvent en cavale, en prison, ou écartés de la vie de leur enfant. Ruinés, épuisés par les procédures judiciaires, laminés par une bataille insensée. L'impunité des auteurs, sur laquelle s'interroge la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dite CIVIS,
n'a pas été créée sans raison. Nous en avons parlé dans un précédent podcast. Elle résulte en effet de milliers de plaintes qui mettent en cause la responsabilité de centaines de magistrats en France qui non seulement ne font pas leur travail d'équité et de justice, mais qui travaillent à l'inverse de leur mission. À savoir que, sous l'emprise d'idéologies archaïques, prônant la responsabilité perverse des mères, soulignant leur fourberie, la sauvegarde de la place du père dans la vie de l'enfant, ils prennent en toute conscience des décisions qui nuisent aux intérêts des enfants. Cependant, ils empêchent la manifestation de la vérité au lieu de la permettre. En outre, il ne s'agit pas non seulement de l'impunité des pères incestueux, mais d'un véritable permis de violer qui leur est accordé par la justice. Dans ces dossiers, la justice fait œuvre de violence à l'égard de l'enfant, inconsciente que, dans sa toute-puissance, inatteignable, incontestée dans ses décisions, elle fait œuvre de pratiques perverses. Tout anthropologue ou historien ne manquera pas d'entrevoir dans ces pratiques la trace des lointains procès en sorcellerie. La femme, au centre, la femme, cette sorcière. Ce podcast est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez nous faire des suggestions, des propositions. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, à cavax-france. Vous retrouverez les dossiers associés à nos podcasts sur cavax-france.com/podcast1. Je répète, cavax-france.com/podcast1. Ce podcast vous a été présenté par Nadia et au montage, Enora et Alexandre. Et merci encore à ces mamans qui endurent cette violence institutionnelle. Nous vous retrouverons prochainement pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!